Merci, monsieur le recteur. Merci à tous pour l'invitation. J'ai un sujet un peu technique à traiter, mais je ne vais pas le faire de manière technique. Et je voudrais d'abord faire une remarque en lien avec la table ronde et le propos introductif du recteur, qui était particulièrement fort sur l'idée d'un islam qui voudrait peut-être se replier. Pour ce qui me concerne, cela fait plus de 20 ans qu'avec un grand bonheur, je travaille avec la Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Lyon, nombre d'autres mosquées dans le territoire, jusqu'à La Réunion. Je ne suis ni arabe ni musulman et jamais personne n'a posé la question de savoir pourquoi un chrétien pouvait recevoir les secrets et les confidences de fonctionnement de toutes les associations. Ça se passe dans la plus belle sympathie. On a deux langages communs. Il y en a un, c'est la réflexion sur la foi, qui est un attachement profond, et quelle que soit la foi. Et puis un second qui est le langage juridique, vu que le droit est également un langage commun qui permet à tous de se retrouver. Voilà, donc je voulais aussi, devant cette salle, apporter mon témoignage d'amitié sincère, de reconnaissance, de la facilité avec laquelle je suis accueilli dans les associations musulmanes. Et pas mal ces temps-ci, vu que du fait de cette loi, on a commencé un premier tour de France d'aller rencontrer les associations sur le terrain. Et aujourd'hui, je vais un peu vous dire comment la Grande Mosquée de Paris voit son adaptation et quelle position elle prend par rapport à cette loi, ce qu'il y aurait lieu de faire. Mais c'est également un retour d'expérience de manière concrète et pratique par rapport à ce que nous attendons. Voilà. Sur un petit propos de bilan, quand on va parler d'association, il y a la loi nouvelle, il y a 4 décrets d'application et il y a de la technique. Voilà. Mais attention, et il y a de grands juristes dans la salle, la liberté d'association, c'est d'abord une liberté fondamentale et c'est un droit les plus précieux qui puisse exister dans les sociétés démocratiques. Donc il y a un profond attachement à ce qu'est une association 1901 ou 1905, et qui est un registre privé où des personnes se regroupent dans un but qu'elles définissent, qui se trouve être un but d'intérêt très général quand c'est la religion et tout ce qui va autour. Mais cette liberté d'association est défendue en France avec des principes et une jurisprudence très forte. Elle l'est également sur le plan européen, et il ne faudrait pas que, en entrant dans la technicité nécessaire de la loi, on casse l'esprit fondateur, c'est-à-dire des gens qui se réunissent pour bien faire, et la fidélité au statut. Voilà, donc la liberté d'association compte énormément, et quand cette liberté d'association est en outre dédiée à la mise en œuvre d'une liberté aussi fondamentale que la liberté de religion, qui est définie par la Cour européenne des droits de l'homme comme une assise de la société démocratique. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de la Cour. La liberté de religion est une assise de la société démocratique, la tolérance acquise au fil du temps. Voilà. Bon. Donc on parle de choses tout à fait importantes. Deuxième point introductif, je dois dire que sur la question des associations dans le registre religieux, toute mon expérience me montre, me finit de me convaincre que non seulement il n'y a pas de problème des musulmans avec les associations, et n'ont jamais demandé d'adaptation de la loi spécifique pour l'islam, mais au contraire, les associations ont été incontestablement les bons élèves de la laïcité. Je ne reviens pas sur le concept de laïcité, mais j'en tire une conséquence pratique. C'est-à-dire que l'un des aspects de la laïcité est qu'il n'y a pas de financement public pour l'activité religieuse. S'il y a bien une religion en France, ce n'est pas la seule, mais la plus importante, qui fonctionne uniquement avec des fonds privés et avec les dons des fidèles, sans appui de l'État français, c'est bien la liberté de religion. La religion catholique a bénéficié des dons pour les bâtiments religieux, et je suis de Lyon, promenez-vous dans le centre de ville, ce sont des bâtiments magnifiques, Paris, dans toutes les grandes villes, tout ça, ce sont des bâtiments communaux qui sont mis à disposition pour les protestants et les juifs. Il y a eu des donations qui ont été faites à partir du moment où ils constituaient les associations de 1905. Il faut entretenir les bâtiments, mais c'est quand même bien de les avoir. Et les associations musulmanes se sont débrouillées par leurs moyens
et avec une communauté qui n'était pas la plus riche quand ça s'est fait. Et ça a commencé à se faire en 1982, quand la loi a ouvert les associations 1901 à des personnes de nationalité étrangère. Eh bien, ce sont les travailleurs immigrés, ce sont des gens avec le SMIC, ce sont des cotisations de quelques francs qui étaient prélevés, qui ont permis de prendre un premier bail, ici d'acheter un terrain, ici d'acheter un local et de fonctionner. Et au total, 2600 associations, le chiffre vient d'être donné par le bureau des cultes, rappelé, et on a eu quelques petites choses malheureuses qui arrivent ici ou là, mais on en a de partout, on en a au barreau aussi, on a de ce genre de choses, mais il n'y a eu aucun problème structurel de ces associations. C'est-à-dire que les musulmans se sont saisis en toute tranquillité de la loi de 1901 qui n'était pas spécialement faite pour eux, pour un régime de laïcité qui n'était pas spécialement fait pour eux, et ils n'ont cherché simplement qu'à entrer pleinement dans ce registre et à s'affirmer avec le résultat qui est qu'en ordre et dans le désordre, avec des secousses ou non, mais finalement, eh bien, on a un réseau national qu'il faut quand même qualifier de tout à fait remarquable. Sur troisième point introductif, c'est on parle évidemment de religion, mais dans toute religion, la solidarité et le social ne sont jamais loin, et dans l'islam, elles sont partie prenante, de même que l'enseignement, ce qui veut dire que, comme il y a plusieurs activités, eh bien, les associations musulmanes ont choisi à l'immense majorité le modèle de 1901. Il y a quelques associations 1905, mais c'est actuellement très rare, vu que l'association 1905 vous oblige à une exclusivité. Donc le modèle qui a été le plus choisi, c'est une association 1901 qui fait tout. Elle fait le religieux, elle s'occupe de la salle de prière, elle s'occupe de financer des imams ou de les trouver, elle s'occupe de participer au pèlerinage, elle voit comment elle peut faire sur l'enseignement du catéchisme, voilà. Mais pour tout le reste, c'est la même association qui le fait. C'est entièrement légal. Je vous le dis parce que de mon retour sur le terrain, les gens disent « Ah, il m'en était dans l'illégalité, alors on n'est pas fait d'association 1905 ». Non, c'est entièrement légal et ça le reste. Maintenant, il est toujours possible, même avec la nouvelle loi, d'avoir une seule association qui fasse tout. Il y a un certain nombre de complexités qui fait que par l'analyse, nous en sommes venus avec la direction de débats collectifs au sein de la Grande Mosquée de Paris à dire qu'il faut encourager à faire un duo d'associations 1905 et 1901, mais celui qui voudra, l'équipe qui veut garder son association 1901 unique, elle n'est pas du tout en marge de la loi, elle est parfaitement, elle a des contraintes complémentaires. Et quand on fait des réunions, je n'ai déjà fait 2 ou 3 même, dans des préfectures, évidemment, les préfets disent toujours, ben voilà la loi telle qu'elle est, mais vous avez une liberté, pays de laïcité, mais je crois dire que c'est dans tous les pays du monde, de vous organiser comme vous le souhaitez, et c'est pas à nous, à l'administration, de dire faites une loi comme cela, faites une association ou telle. Donc vous avez une liberté, j'ai dit que c'était une liberté fondamentale, on se rencontre pour en discuter et pour voir comment les choses fonctionnent, mais sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres, il faut dire, redire et faire entendre, notamment face à cette certaine intolérance que l'on voit sur le thème. J'en ai encore été, hélas, ce matin témoin dans le métro, en venant prendre le train pour Lyon, d'une intolérance qui vient, qui n'est pas une maladie actuelle de la société française. Elle a toujours existé, elle est assez forte pour le moment, où il y avait un homme âgé, qui avait une tenue de prière, une tenue traditionnelle et une petite calotte, et je pense que c'était le vendredi, il devait se rendre dans une mosquée, et tout de suite, il y a 2 personnes qui se mettaient à souffler, et on se croirait en Afrique, où on est, et comme j'ai une bonne tête de petit chrétien, ils ont venu me dire qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aurais dit à vous faire voir. Et donc, il y a une tendance comme cela qui est en ce sens. Eh bien, cette tendance, l'un des moyens aussi de répliquer, c'est de dire, et là je fais référence à un livre que nous avons écrit avec monsieur le recteur quand il était non pas l'avocat honoraire, mais l'avocat vaillant du barreau de Paris, et qui était droit et religion musulmane, que nous avons publié chez Dalloz, qui est un ouvrage qui va être en cours d'actualisation. Et la conclusion de ce livre publié chez Dalloz, c'était de dire les musulmans, associations ou autres, demandent tout le droit, rien que le droit, et aucune loi particulière. Et un musulman est à l'aise pour vivre sa foi, qu'il soit en France ou qu'il soit en Algérie ou qu'il soit dans un autre pays du monde, le problème n'est pas dans cette application-là. La même loi pour tous. Voilà. Donc pour les associations comme pour le reste. Alors, la loi actuellement, la loi nouvelle, va être
non pas un défi, mais un passage obligé. Et il y a ici de nombreux responsables d'associations. Il est clair que l'année 2022 va être marquée de juridisme. Hein. Enfin, juridisme, c'est un peu une maladie. On va dire qu'elle sera marquée de droit, vu qu'il y a un effort à faire. Je suis tout à fait persuadé qu'une fois que cet effort a fait, les associations seront plus fortes, tout simplement. On aura rehaussé globalement le fonctionnement. Et une fois que les choses sont en place, eh bien, chacun gardera son mode de son identité et son mode de fonctionnement, car encore une fois, l'association, c'est une liberté qui est fondamentale. Il faut bien faire attention de ne pas ossifier, de ne pas réglementer à l'excès le fonctionnement des associations. Et quand je prends la voiture pour aller, je prends ma voiture, je vais où je veux. Je crée une association, je vais où je veux. Simplement, il y a un code de la route, ben, il y a une sorte de code des associations, donc je dois respecter. Mais sur la finalité, sur la manière d'organiser, vous avez des expressions très fortes. Les associations sont ancrées dans la réalité sociale française. Elles sont formées autour de personnes qui ont vraiment un vécu extrêmement fort, qui ont beaucoup donné pour tout cela. Et c'est quelque chose que je suis vraiment très attaché en tant que rédacteur d'actes à privilégier. Et des mosquées qui peuvent être assez proches à tout point de vue ont des pratiques, ont des manières de faire qui sont un peu différentes. Je veux absolument le préserver. Il est hors de question de niveler le système et d'en faire comme des petits pois dans une boîte de conserve. Non, vous avez des identités fortes, vous avez des points de vue qui sont différents, vous avez des manières de faire, vous avez des identités. C'est ça qui s'est créé. Et vous en êtes le fruit de la laïcité, vu qu'il n'y a pas de politique d'État ici. Débrouillez-vous avec vos moyens et faites ici. Alors, à Lille, on fait comme cela, à Montpellier, différemment. Je vais à Bayonne, c'est autrement. Et puis à Dunkerque, c'est encore très bien. Voilà. Donc tout ça, c'est pas remis en cause et je veux vraiment responsabiliser et saluer et encourager les présidents et les équipes actuelles à ne pas baisser les bras. Il y a simplement une phase technique qui est à passer, mais ils garderont la structure telle qu'elle est. Avant de donner donc les quelques principes que nous pouvons proposer, comment on s'organise sur l'organisation. Eh bien, la Grande Mosquée de Paris veut jouer son rôle de fédérateur et d'être un peu à l'avancée. Il y a une technologie juridique. Bon, alors je peux témoigner que dès le début des projets de loi, et il y en a eu plusieurs, ils ont évolué, ils sont passés pour avis au Conseil d'État, ils sont revenus, la ligne de travail qui m'était donnée par monsieur le recteur, c'était dès qu'il y avait un projet de le travailler, d'évoquer, de voir où ça en était, en disant on doit être les meilleurs pour savoir exactement où on va aller. Voilà, donc je ne sais pas si on sera vraiment les meilleurs, c'est vous qui nous le direz plus tard, mais en tout cas, on travaille sur ces questions depuis le début en disant la loi ne se fait pas contre les gens. On est dans une démocratie. La loi, elle se fait avec les personnes et on en est partie prenante. Quand j'ai un gros raciste qui est face à moi dans le métro, là, j'ai un combat qui est à mener. Face à la loi, il n'y a aucun combat. Il y a simplement à l'appliquer correctement. Donc tout ça, ça doit être parfaitement clair. Qu'est-ce que l'on propose alors? On a déjà proposé, pour permettre à chacun de s'étendre dans toute sa qualité, c'est la lumière qu'il peut avoir, on apporte déjà un petit document que vous avez dans les pochettes, qui est un guide pratique, qui a été lu, qui a été relu, qui est à jour, vu qu'il y a eu la loi, il y a eu 4 décrets. Le guide pratique fait quand même une quarantaine de pages. Il y a beaucoup de renseignements dedans. Et je pense quand même qu'au niveau de la publication, en tout cas pour ce qui est du monde musulman, je crois qu'on est quand même en un petit peu d'avance. Et en tout cas, vous avez ici un bon document de travail disponible sur tous. Je sais qu'on peut le télécharger également sur le site de la Grande Mosquée de Paris. Ce document, il va nécessairement évoluer avec le temps. Pourquoi? Parce que autour d'un observatoire qui est en cours de création à la mosquée, on va réunir les éléments. Si une mosquée se pose des questions, c'est qu'une autre se les pose sans doute, et en tout cas, la réponse peut intéresser tout le monde. Donc, on va recevoir, on dira un mécanisme pour recevoir toutes vos interrogations, pouvoir répondre et diffuser les réponses. Donc, on va étoffer en fonction des réalités pratiques le contenu de cette brochure qui est déjà une bonne base. Il y aura une ligne verte et puis également, on va voir comment faire des réunions régionales. Mais en tout cas, il est certain, ça on ne peut pas y échapper, et tous les responsables d'associations doivent bien être au clair là-dessus, que 2022, il y a un bagage juridique qui est à passer. Voilà. Et une fois que ce sera fait,
eh bien, on retournera à quelque chose où on se rendra compte que, comme une entreprise, ben, elle a mis au début un peu des structures juridiques, elle a fait des choses, elle a mis des procédures. Quand c'est bien huilé, ça tourne aussi bien que les mécanismes d'une montre. Ce n'est pas du tout une gêne, simplement il va falloir faire cet effort. Donc oui, il y a incontestablement un effort juridique qui est à passer. S'il n'y avait pas eu la loi, j'en viens au contenu, s'il n'y avait pas eu la loi, nous avions, quoi qu'il en soit, des inquiétudes sur le fonctionnement global d'associations. Pourquoi ? Les associations, c'est un contrat. Elles se passent souvent avec la bonhomie et même avec une empathie avec nombre des membres. Bon, et c'est très bien. C'est-à-dire qu'une association, ce n'est pas une préfecture et ce n'est pas un conseil municipal non plus, ça reste un contrat. Donc on l'applique un peu comme on veut. Voilà. Mais il y avait des fois trop de souplesse, un peu de bonhomie. C'est bien, parfois il y avait trop de souplesse. On pourrait donner des exemples et des chroniques. Je cite simplement une association qui avait, pour savoir qui était membre, c'était dans la région de Saint-Étienne, dans la Loire, il fallait être habité dans la région Rhône-Alpes et faire les 5 prières par jour. Ça faisait quand même du monde pour l'association. Donc évidemment, ils ont très bien fonctionné parce que tout le monde s'y retrouvait. Mais le jour où il y a un litige, on est par terre. Bon, donc quand on a analysé des difficultés qu'avaient pu rencontrer des mosquées, on voyait souvent une fragilité des statuts. Et avant l'idée de cette loi, il y avait l'objet, et donc ça, on le propose dans la brochure et on le propose par des plans, et je suis disponible pour faire des réunions sur place quand il le faut, il n'y a aucun problème pour cela, de rehausser le fonctionnement en partant de chaque association telle qu'elle est, mais en mettant dans les statuts à la fois des muscles, des nerfs et des mécanismes qui marchent. Voilà, donc on ne va pas les citer ici, mais il faut que les statuts soient clairs. En plus, maintenant, la loi nous demande d'ailleurs de prévoir un certain nombre de clauses qui doivent se trouver dans les statuts, faute de quoi ça bloquera au niveau des préfectures. Il y a la question des membres qui reste trop un flou artistique. C'est sûr que des fois, on ne sait pas très bien qui est membre, parce que si on connaît bien, il n'y a pas payé la cotisation, oui, mais on sait pourquoi, voilà. Et puis quand ensuite il y a besoin de voter, on ne sait plus qui est membre ou qui ne l'est pas. Et on a des litiges avec cela. Donc il faut ramener une rigueur. Et on a des mécanismes très précis à vous proposer pour définir un mécanisme non excluant, mais clair, en disant chaque fois, une fois par an, voilà qui est membre, voilà qui a le droit de voter, et celui qui est plus membre, il n'a plus le droit de voter. Mais il faut qu'on puisse, c'est pas possible de tenir des structures auxquelles il y a tant d'enjeux avec ce flou ici qui n'est pas intéressant. De la même manière, dans les associations, il faut restaurer toute la fonction de l'Assemblée générale, qui est parfois vue un peu comme une chambre d'enregistrement, alors que l'Assemblée générale, c'est vraiment là, c'est là que tout se passe, c'est là qu'on donne quitus à la gestion, et c'est là qu'on crée les racines qui permettent de faire un plan de travail, de tenir et de mandater la direction. Ce n'est pas la direction qui explique à l'Assemblée générale qu'elle fait, c'est l'Assemblée générale qui mandate la direction dans une association. Une association, je vous ai dit, c'est très important, mais c'est une création fictive. On vous permet de créer une personne morale. Oui, mais elle existe comment cette personne morale? Elle l'exerce par la réalité de ses membres qui se réunissent en assemblée et qui disent voilà ce qu'on veut faire. Donc il faut restaurer ce rôle. Et puis ensuite, il y a des formalités de plus d'ordre vraiment administratif, telles que la tenue du registre, les déclarations à faire en préfecture. Il y avait une bonhomie, voilà, mais il est clair qu'il faut tourner cette page. Et les critères, les premiers, c'est une gestion impeccable. Ça ne va rien traumatiser par rapport au fonctionnement, mais il faut y passer. Deuxièmement, on rentre sur la loi nouvelle confortant les principes de la République, le respect des principes de la République. Alors, il y a deux aspects qui sont assez majeurs dans cette loi, qu'encore une fois, je ne détaille pas ici. Le premier, c'est d'abord, c'est une loi qui ne concerne pas que les associations. On parle de cela, c'est le sujet de cet après-midi, mais c'est une loi qui vise de très nombreux secteurs sociaux de la société. Alors, l'association, la loi met en place un mécanisme de transparence financière pour le fonctionnement religieux. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant en France, un groupe a une activité religieuse, il est tenu à tenir une comptabilité spécifique centrée sur le religieux, avec des critères, des grilles, des méthodes, et il doit la tenir à disposition, et il faudra éventuellement, si c'est une association de 1905, qu'il puisse l'adresser à la préfecture, et la préfecture peut lui demander. Voilà. Donc il y a, ça a été une volonté du législateur, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le Conseil d'État l'avait fait préalablement,
Donc c'est quelque chose qui est admis, qui est reconnu. Il y a une transparence financière sur le volet religieux. L'État, par son législateur, a voulu se donner les moyens de savoir quelles sont les dépenses et les ressources et les dépenses du religieux en France. Ça ne concerne pas que l'islam, ça concerne évidemment toutes les religions. Alors, cette transparence financière est une chose. La deuxième chose qui est nouvelle, pour faire court, c'est la question du financement venant de l'étranger. Alors, ce n'est pas un financement étranger, parce qu'un financement étranger, enfin, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'un Français qui est dans un pays étranger et qui envoie de l'argent, c'est considéré comme un argent étranger. Alors, il y a des décrets qui sont très détaillés, je ne les aborde pas ici, mais on comprend également, et je pense que le débat public a été assez large, l'idée que l'État souhaite savoir s'il y a des financements importants de l'étranger, quels qu'ils sont, mais il ne les interdit pas. Voilà. Et j'ai vu des interprétations parfaitement erronées et qui circulent, des écrits même, en disant il n'y a plus de financement d'étrangers, mais il n'y a aucune... Attendez, on est dans un état de droit. De quoi on parle? De quoi on parle? Toute société, les échanges financiers internationaux sont la vie de tous les jours. Il n'y a aucune loi pour interdire cela. Simplement, vous avez une activité qui est quand même socialement, humainement, extrêmement sensible. Eh bien, il peut y avoir une déstabilisation, il peut y avoir, selon la formule de la loi, une menace pour des intérêts fondamentaux par le biais de groupements étrangers ou de personnes résidant à l'étranger qui viennent doper, instrumentaliser, véroler, faisant tournoyer des associations qui paraissaient stables. Eh bien, le gouvernement a voulu demander au législateur qu'il y ait un procédé de contrôle. Il a été accepté. Voilà. Alors, dans le fonctionnement courant, ça va concerner, ça ne concerne pas toutes les mosquées, notamment beaucoup de salles de prière modestes, n'ont absolument aucun argent d'étrangers, ni directement ni indirectement. Et elles vivent uniquement avec les dons des fidèles. Et quand il y a eu des travaux, ils ont été faits, mais souvent par leurs propres moyens. Et puis ce sont des choses qui sont passées. Donc ce n'est pas central, mais ça existe aussi. Voilà. Alors, là se pose, évidemment, il y a des réglementations. Donc il y a des réglementations, il y a des sanctions. Il y a des sanctions civiles qui peuvent mettre en cause le fonctionnement de l'association. Il y a également des sanctions pénales. Et on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir une loi avec une réglementation forte s'il n'y a pas de sanctions. Et c'est à partir de cela à partir de ce moment-là et sur cette base-là que nous avons proposé une solution à la Grande Mosquée de Paris. Il est donc rappelé plusieurs choses. Premièrement, vous avez une association 1901 qui actuellement fait tout, c'est-à-dire le cultuel et le culturel, largement entendu. Vous voulez garder cela, c'est possible. Voilà. Il faut simplement veiller dans les statuts à mettre quelques clauses qui sont exigées par la loi nouvelle, ça c'est de la technique que l'on règle. Ensuite, par contre, vous aurez l'obligation, parce qu'il y a une activité cultuelle au sein de votre activité, d'avoir une comptabilité spécifique. Donc, pour les mosquées, ça va être la salle de prière, évaluer le loyer, la salle d'ablution, les cours de catéchisme, le financement des imams, s'il y a lieu. Et il y a une liste qui commence à circuler, qu'on voit assez bien, qui va être ajustée. Il y aura discussion avec le bureau des cultes, avec les préfectures. Mais du moment, ça c'est une chose que chacun doit avoir en tête, du moment que dans une association, il y a du religieux, il faut qu'il y ait une comptabilité séparée, spécifique, approfondie pour le religieux. On ne dit pas que les associations 1901 font des comptabilités comme cela, ch'ti pépère, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, elles ont des comptabilités qui sont correctes, mais comme toutes les associations qui font tout. Simplement, c'est un fait. Et là, ouvrez les yeux. Et il faut absolument se mettre sur les rails bien comme il faut. Il y a des règles très fortes, très spécifiques, très approfondies pour toutes les associations qui ont une activité de culte, quel que soit le culte. Voilà. Bon. Donc on peut garder l'association 1901, mais il faut faire ce travail-là. Certaines associations que j'ai pu rencontrer sont déjà très organisées, elles ont des trésoriers qui sont comptables de métier ou presque, qui ont déjà tout spécifié, qui savent exactement ce que c'est, donc ils disent nous, ça ne nous posera pas trop de problèmes, la liberté reste entière. Par contre, ce qu'on l'on pense, c'est que si on crée une association 1905, il y a plusieurs avantages. Il y en a deux principaux. Le premier avantage est que ça permet d'accéder au système des dons et legs, qui sont très peu répandus dans la communauté et qui ne répondent pas toujours aux habitudes dans la communauté. Bon, c'est-à-dire que j'ai un bien,
je peux le léguer à une association, à une fondation. Je peux le léguer à une association 1905 avec un régime fiscal très favorable, transparent. Bon. Mais il faut que ça soit une association 1905. Alors, ça peut correspondre à des attentions. La preuve, c'est qu'on a des associations religieuses, enfin mosquées, qui reçoivent des demandes en disant « j'aime bien, je voudrais le léguer, est-ce que c'est possible ou non ?» Voilà. Donc, s'il y a une association 1901 unique, on peut, mais ça coûte extrêmement cher, c'est dissuasif, et en droit, droits fiscaux. Si on le fait en 1905, c'est gratuit. C'est-à-dire que ça permet à une personne de donner son bien à une institution religieuse, et à l'institution religieuse de récupérer le bien et de le gérer à peu près comme elle le veut, soit le revendre pour ses biens et en faire quelque chose, soit le garder à titre de revenu. Donc c'est quand même assez intéressant. Il y a également des aspects fiscaux de taxes foncières qui sont moins significatifs, je passe. Il y a un aspect pratique qui est que la loi est ce qu'elle est, elle est assez complexe et le meilleur conducteur arrive à griller un feu rouge. Bon. Donc s'il y a une sanction sur une association 1901 parce que la comptabilité n'a pas été faite comme il faut, c'est-à-dire qu'une partie de religieux n'aurait pas été intégrée ou d'autres dispositions, eh bien c'est toute la structure qui est sanctionnée parce qu'il y aurait une association unique. S'il y a une association 1905, il n'y a que l'association 1905 qui doit répondre de cette question. Bon. Donc, ça peut être très intéressant de faire une association 1905 qui a seule la responsabilité de cette comptabilité spécifique. Si elle a un problème particulier, ça sera elle de le gérer avec la préfecture, avec le ministère de l'Intérieur, mais cela ne touche pas globalement l'activité de l'association 1901. Et si c'est bien compliqué, il faut se poser la question, dans ce cas, de mettre fin à cette association 1905 qui aurait tout raté et d'en refaire une nouvelle. Et donc, la base, c'est d'avoir l'association 1901 solide, inchangée. On a d'ailleurs évoqué, je finis là-dessus, l'idée qui était ancienne, qui est d'une protection du patrimoine. Et c'est un souci qui est très partagé par les associations. C'est tant d'efforts qui ont été faits et l'association actuellement, elle est propriétaire, elle gère, elle assure le fonctionnement, elle assure tout. S'il y a un revirement d'assemblée générale, on peut perdre le bâtiment sur lequel c'est 20 ans, 30 ans de travail. Alors, il y a un projet, une proposition également qu'on a disponible qui est de laisser l'association actuelle qui existe, de la laisser avec uniquement une activité de propriétaire. Donc, elle devient pratiquement très préservée, vu qu'elle n'est plus dans le feu de l'action. Elle délègue l'action de fonctionnement général, associatif, solidarité culturelle, enseignement à l'association 1901 avec un bail, et elle délègue le religieux à une association 1905. C'est donc un montage à 3 associations qui peut paraître un peu lourd au départ, mais qui finalement est un modèle très partagé dans le monde même du business et des affaires, où il y a le propriétaire, celui qui a le fonctionnement, puis des structures spécialisées. Voilà. Donc il y a un petit travail qui est à faire. On rédigera des projets de contrat, des projets d'association, des projets de bail, mais j'espère que tout ça se mettra en place bien correctement. En tout cas, c'est un système qui, sur un plan, apporte une certitude, c'est que mis en place, ça fonctionnera. Ça vous donnera plus de sécurité juridique parce que le point névralgique du religieux sera quand même isolé, donc s'il y a un problème, ça ne contamine pas à l'ensemble. Et puis, vous gardez la spécificité, le caractère entier de l'association, vu qu'on travaillera pour que chaque structure garde son identité forte. Voilà, je vous remercie.